On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du Mondial 2026. Alors, comment va mon copain Serge après ce match assez fou entre les Pays-Bas et le Japon? C'est un match assez fou, tu veux dire. Parce que tu on n'est pas trop mauvais. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais aujourd'hui. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'est pas mauvais. J'avais dit 6-0, mais bon, 7-1, on est pareil. Je t'avais dit 2-2 en plus, je crois que j'avais annoncé le score juste. Tu avais annoncé le 2-2. Non, tu avais annoncé le 2-2 pour ceux qui n'étaient pas, là tout à l'heure à 18h. On avait fait. Aller vérifier. Ouais. Non. Tu avais vu les 6 buts d'écart de l'Allemagne. Tu avais vu le 2 partout entre les Pays-Bas et le Japon. Donc, déjà, c'est pour vous dire, si vous venez d'arriver, bon, on est avec des gars qui sentent un peu le foot. Parce que clairement. Ouais, voilà, quand même. Non, je suis camerounais. Voilà. Et on est à égalité sur cette Coupe du Monde parce qu'il y a d'un côté un Camerounais et de l'autre côté un Italien. Donc nous, on est plutôt libérés de toute pression pendant ce mondial. Voilà. Ah oui, là, moi, je regarde la Coupe du Monde tranquille. Voilà. Exactement. On ne peut pas nous taxer d'être partisans pour l'une ou l'autre équipe. Vraiment, on est. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la bonne famille. On les charrie bien quand ils jouent contre nous. Mais 95% du temps, on les supporte quand on n'est pas là, tu vois. Voilà. Ça, c'est un peu teasing pour la fin. Voilà, c'est pas la rivalité qu'on a avec le Nigeria, et encore même le Nigeria, on aime bien. Il y a juste une équipe là, quelque part, qui se considère en Europe, qu'on a un peu du mal des fois, quoi. Enfin, bon, ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas Serge, bon, il peut y avoir 2-3 moments où il peut y avoir 2-3 petites piques, tout ça. Mais c'est bon. Les copains. Mais après, il faut que les concernés devinent, tu vois. Oui, voilà. Bon, donc là, on va se concentrer uniquement pendant une petite demi-heure, parce que dans une demi-heure, on enchaîne sur un autre match. Donc là, on va se concentrer sur le match entre les Pays-Bas et le Japon. Et on se pose la question, qui fait la meilleure affaire avec ce 2 partout? Spontanément, mon copain, toi, tu vois entre guillemets une équipe qui fait le coup avec ce match nul, ou vraiment non, pour toi le match nul, il y a tout qui reste à faire? Les Pays-Bas peuvent avoir des regrets quand même, parce que ils ont tout, tu vois, le physique, la discipline, même la capacité de percussion sur les côtés. Plutôt une domination, physiquement, ils dominent et ils ont des joueurs de tête. Ils avaient tout pour vraiment embêter les Japonais, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Tu vois, ils ont la même dimension physique que les Belges au dernier mondial. C'est typiquement le genre d'équipe que les Japonais détestent affronter, parce que et c'est d'ailleurs pour ça que les Japonais, ils ont un peu trop reculé. Je sais pas si c'était la bonne stratégie. Au lieu d'aller les chercher un peu plus haut, voilà. Mais parce qu'ils avaient peur des joueurs sur les côtés qui peuvent prendre l'espace.
Je pense que en fait on a deux mi-temps, on a deux mi-temps dans ce match. On a deux mi-temps bien distinctes avec beaucoup de prudence dans le début de match et principalement, tu l'avais dit en avant-match, principalement côté japonais. Je pense qu'ils avaient vraiment peur de tomber dans les côtés un peu naïfs qu'on a pu dire d'eux. Et là vraiment, ça se sentait. Ils voulaient absolument pas prendre de but. Le premier but, il est naïf. En plus. Et c'est ça, c'est-à-dire que sur cette première mi-temps-là, il y avait une analogie qui avait été faite à la fin du match, que j'ai entendu par un commentateur qui disait on a eu un yaourt 0% en première mi-temps et on a eu un dessert alléchant, enfin appétissant en deuxième mi-temps. Et c'est vrai, tu vois, au-delà de la blague, c'est que la première mi-temps, les deux équipes se craignent. Et puis, deuxième mi-temps, sans aller jusqu'à un football total, bon, bah, les deux équipes, elles ont pris des risques. Elles ont tenté des choses. Mais c'est surtout que les premières minutes de l'entame, on voit que les Japonais, ils peuvent vraiment mettre en difficulté les Pays-Bas. Et après, les Pays-Bas, ils arrivent quand même à jouer sur un faux rythme parce que techniquement et physiquement, ils sont bons. Et physiquement, ils sont au-dessus. Ça veut dire que quand il y avait un duel 1 contre 1 entre un Japonais et un Néerlandais, c'est le Japonais qui peut gagner, en fait. Et je pense qu'ils ont eu peur de faire un pressing tout-terrain. Et je ne sais pas si c'est vraiment une tactique idoine de faire un 3-5-2 contre les Pays-Bas. Parce qu'ils ont vraiment toujours des ailiers de débordement. Et on a vu que même si Gakpo, il n'a pas réussi à perforer, il a posé vraiment beaucoup de problèmes par son positionnement. Et en deuxième mi-temps, c'était plutôt Gravenberch et Dumfries qui étaient un souci. Voilà, c'est quelque chose qu'ils vont devoir. Sur la deuxième mi-temps, le côté droit est un vrai souci pour les Japonais. Hein, parce que quand tu vois entre Dumfries, Gravenberch, qui est pas un milieu droit, tu vois, mais qui a pas mal navigué dans cette zone-là, et Somerville, qui va même être décisif dans la deuxième période, ouais, il y a eu des vrais problèmes de ce côté-là. Maintenant, c'est le côté qui cause problème. Ouais, c'est ça. Maintenant, de l'autre, je pense qu'on est obligé de retenir dans ce match que les Japonais, mine de rien, l'égalisation à la 89e, ça te montre que l'équipe, elle n'a pas lâché. Elle est ultra méritée. En plus, j'étais en commentaire en direct ensemble. La rentrée d'Ito, pas Kazuki Ito, c'est qui ont la ref. Je ne sais pas si tout le monde a la ref. J'espère qu'il y en a au moins un ou deux qui si quelqu'un a la ref. Dites-nous en commentaire si vous avez la ref. Kazuki Ito, c'est qui ont la ref. Mais Ito, il nous fait une rentrée, mais plus que monumentale, quoi. Il fout le bazar complet. Ça fait du bien de revoir ce type d'élite. C'était peut-être ça, en fait, qui manquait, en fait, dans cette. Quelqu'un qui provoque, ouais. C'est ça. En fait, bien sûr que Nakamura ou Kubo peuvent avoir aussi ce rôle-là on va dire, de détonateur. Kamada est un peu plus reculé. Donc, vraiment, dans cette zone-là, c'est plus Nakamura et Kubo. Et c'est vrai que ça manquait un peu de folie. C'était un peu trop, je vais pas dire scolaire, mais ça manquait de folie. Et c'est vrai que la rentrée d'Ito, elle change beaucoup de choses dans la rencontre. Et l'égalisation, tu l'as dit, elle est méritée au final. Elle est méritée. Parce on l'a annoncé dans le groupe. Je te l'ai dit, en plus, je l'ai dit, à force de refuser le jeu à ce point, parce que quand ils mettent le 2-1, ils se mettent à refuser le jeu, mais de manière hallucinante. Ils auraient pu rester dans le contrôle, hein, mais c'est eux qui se mettent à reculer. Et d'ailleurs, on le voit à 2 partout. Ils remontent un peu plus. Et ce sont les Japonais qui se mettent à craindre. Et c'est ça qui est un peu antinomique, c'est ils craignent de se prendre des longs ballons, des centres, mais ils vont tous se compacter dans leur surface alors que la domination physique, elle est largement pour les Pays-Bas. Tant qu'à faire, jouer, aller les chercher plus haut. C'est ça, peut-être qu'ils ont voulu trop sécuriser ce fameux but d'écart. Alors oui, bien sûr, je peux entendre d'un côté, mais de l'autre, c'est un jeu un peu risqué, sachant que voilà, les Japonais, je ne sais pas s'ils étaient dans leur meilleur soir. Maintenant, c'est sûr que si tu leur laisses de l'espace et que tu refuses un peu le jeu, voire carrément sur les 5 dernières, tu refuses le jeu, t'es foutu. C'est parce qu'ils ont trouvé les intervalles à de nombreuses reprises. Surtout qu'Ito, il dézonnait, il combinait, ça permutait tellement sur le côté droit, il ne savait plus où mettre la tête. Et vraiment, quand il y a un joueur qui rentre comme ça,
et qui bouge entre les lignes, c'est là que tu vois que le travail des joueurs de manière individuelle est hyper important parce que un mec les mecs à l'ancienne, ils faisaient le profil de l'attaquant principal, du remplaçant. Maintenant, tu as l'impression que c'est l'analyste vidéo qui doit tout faire et lui filer le petit papier pour lui dire attention à Jean-Paul qui arrive. On va dire l'instinct du défenseur est beaucoup plus bridé parce que justement, il y a la vidéo. Et que, on va dire, peut-être que c'était un schéma qui avait été étudié par Koeman, on n'en sait rien, hein, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'était un schéma qui a été étudié aussi par Koeman, et que, voilà, si on se retrouve en fin de match avec un but d'écart, bah, on va essayer de la jouer un peu plus bloc bas. Maintenant, ça s'est senti un peu plus minimaliste, voire refuser le jeu, et comme on vient de le dire, face à une équipe comme le Japon, qui va toujours provoquer et qui, s'il y a un but d'écart, va forcément chercher à égaliser. Bon, bah voilà, tu te retrouves là avec un 2 partout et ça peut te changer une partie de ta phase de groupe. Parce que là, avec une victoire, dans le groupe avec la Suède et la Tunisie, on va pas se mentir, si tu gagnes contre le Japon, tu t'assures quasiment, on va dire ta place pour le parce que la Tunisie actuelle, même avec tout le respect qu'on a pour eux par rapport aux performances à la CAN. Après, s'ils nous font un match comme ils l'ont fait contre le Nigeria dans la première partie, pourquoi pas. Mais la Tunisie actuelle... Ouais, on a des vrais doutes. On a des vrais doutes dessus. Mais mine de rien, avec ce match nul, tu peux pas faire... Dans l'optique, par exemple, d'avoir la première place, tu peux pas faire tourner. Même pas tourner. Ah ouais, tu peux plus faire tourner. Donc, c'est en ça que cette égalisation, ok, sur l'ensemble du match, elle est méritée. Parce que je pense qu'on va être d'accord, toi et moi, il n'y en avait pas une des deux équipes qui méritait plus de l'emporter, même si les Pays-Bas, voilà, tu vois, même si les Pays-Bas ils mènent jusqu'à 2 minutes de la fin, voilà, tu vois, c'est pas non plus énorme. Donc le nul, il est mérité. Maintenant, à l'arrivée, c'est ce que je dis, tu fais pas une bonne opération parce qu'il te reste Suède et Tunisie et tu pourras pas faire tourner. Donc, dans la perspective peut-être d'avoir une des deux équipes qui va loin parce qu'elle gère bien son premier tour, bah, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça. Ben oui, là, tu peux pas faire tourner. Hein. Les Brésiliens et les Marocains, ils ont le même souci maintenant, c'est que le troisième match, tu vas être obligé de le jouer. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu te retrouves troisième et tu te retrouves à jouer, on ne sait pas qui. Hein. C'est ça le truc, on n'a pas le tableau complet pour savoir qui c'est qui croise les moins bons troisièmes et comment ça va se définir. Quoi. Non, ça c'est sûr. Maintenant, voilà. Est-ce qu'on considère que ce match, si on doit mettre une note, parce que maintenant on essaie de se mettre une petite note du match. Toi, tu partirais sur quoi pour ce 6,5. Juste parce que la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps nous a hypé et que c'est des deux bonnes équipes de foot, tu vois. On a vu les latéraux. Après, le vrai gars qui n'a pas été bon, c'est notre ami Memphis. Catastrophique. Tu l'avais annoncé en plus. Hein. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ils ont joué à 10. Hein. Ils ont joué à 10. Il a fait que courir. Il a fait semblant de courir plein de fois. Des courses inutiles, parce que quand il allait presser, il allait tout seul en plus. Non, mais on l'avait dit, ce qu'on avait dit en avant-match. Et je ne sais pas ce que tu as pensé de Malen, mais ok, peut-être que c'est pas le plus le plus talentueux et enfin voilà, Memphis a plus de talent. Mais par contre, dans l'état d'esprit et dans les cadres, la disposition. Ah ouais. Et en plus, Malen, je trouve qu'on n'a pas assez joué sur lui parce que le nombre de fois il a, comme sur la première occasion de Segako là, qui met une superbe frappe qui est déviée dès le début du match là. Ouais. Il fait la remise. Le nombre de fois où il s'est positionné pour faire ça parce que physiquement il est plus costaud que les défenseurs centraux japonais et que personne n'a essayé de jouer avec lui. Je trouve ça dommage. Après, tu vois, les Japonais, ils sont pas gâtés parce que le tour d'après, c'est les Suédois qui sont dans la même. Oui, schéma, quoi. Le jeu physique, ils vont s'en récupérer. Hein, parce que,
comme tu viens de le dire, le jeu suédois, c'est pas un jeu forcément ultra léché. Alors, il y a eu des joueurs de ballon chez les Suédois, loin de là. Mais on va pas se mentir, là, je suis pas sûr que dans cette génération-là. Ah, mais par contre, la Gyökeres, il va se régaler, parce que lui, ils vont lui donner des ballons dans la surface. Ils vont pas réfléchir. Ils vont essayer de le trouver sur la tête. Là, ils vont pas se poser des questions de ce qu'on fait quoi. Alors, on a Schwebson Citron, donc qui est Chad, pour nos amis, qui intervient aussi et qui interviendra tout à l'heure, normalement pour le débrief de Côte d'Ivoire-Équateur, qui nous dit bonsoir Jaja et Serge. Est-ce que toi tu penses que, dis-nous Chad dans le chat, dis-nous qui fait la meilleure affaire avec ce 2 partout. Dis-nous un petit peu et dis-nous si pour l'instant on est plutôt dans le vrai dans notre analyse ou pas. Qui c'est qui fait la vraie bonne affaire là pour le coup? Bah ouais. Est-ce qu'on reste avec ce truc là de personne ne fait véritablement la bonne affaire, ou est-ce que les Japonais, en égalisant à la dernière quasiment dans les dernières minutes, ils ont ce petit up mental qui fait que ok, match nul. C'est les Japonais quand même qui ont le petit up mental. C'est les Japonais qui ont quand même ce petit truc. Donc on a plutôt la même chose. Légèrement, mais après, est-ce que les Pays-Bas se voyaient tellement favoris à l'entame du match vu la prudence qu'ils ont montré durant tout le match? Je suis pas sûr non plus. Voilà. C'est la complexité de ce truc de 48 où les meilleurs troisième passes. Et on a beaucoup de nuls là pour l'instant là. Je suis pas mal. Il faudrait qu'on regarde le nombre de nuls qu'on a. Il y en a combien qui sautent là? Alors là, tu vas me perdre parce que là, ça va être des chiffres. Donc là, il y a 4 troisièmes qui sautent. Ouais, ce qui est logique. Alors, il y a Schweppes et Citron, donc chat qui nous dit, je pense que au niveau de qui fait la meilleure affaire, c'est intéressant. Il nous dit que c'est les Pays-Bas au niveau du contenu, mais au niveau du scénario, c'est le Japon. Donc en gros, lui dit que le contenu néerlandais doit te rassurer. Moi, c'est ce que je comprends, et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le contenu, il est intéressant. La fin de match et la gestion de la fin de match, on vient de le dire, elle est pas à retenir. Mais par contre, l'ensemble du match et principalement les 3/4 de la deuxième mi-temps, pour moi, c'est positif pour les Pays-Bas. Il y a quelque chose. Ouais. Mais le contenu, il est ainsi parce que les Japonais, ils font du 4-6-0 quand la manière de défendre. Mais vraiment, il n'y a personne qui reste à aller presser Van Dijk et compagnie. Ils sont tous en bloc bas. Sachant que physiquement, ils n'ont pas les moyens de lutter si ça se met à balancer. Moi, c'est ça qui m'a surpris, en fait. On le voit typiquement sur le premier but, tu vois. Ils sont quasiment alignés. Le centre arrive et qu'ils prennent le but, c'est pas une surprise. Moi la vraie faute professionnelle, c'est peut-être plutôt le but que les Pays-Bas ils encaissent pas. Tu n'as pas le droit, les mecs ils te rendent 15 cm en moyenne et tu prends un but de la tête. Tu vois. Et en plus, il y a les fautes de main du gardien. Ah ouais, la faute de main du gardien, elle est pas. Limite sur les deux. Alors, le premier, il est légèrement dévié, il peut aller la chercher, mais après. C'est plus difficile pour le premier. J'ai pas envie de lui taper dessus sur le premier Verbruggen. Mais par contre, c'est vrai que sur le deuxième, non, c'est pas digne d'un gardien qui peut te faire gagner les matchs en Coupe du Monde. Là, vraiment, sur celle-là, il doit la sortir. Même s'il est peut-être un peu surpris de ce que et elle est un peu déviée. Non, il doit mettre plus de force dans les mains pour pouvoir la sortir. Oui, en plus, il doit pas aller la chercher, tu vois, juste un peu explosif, il a la balle. C'est ça. Donc, c'est vrai que sur le scénario, évidemment, ça tombe sous le sens. C'est le Japon qui fait la meilleure opération. Maintenant, si on regarde sur le contenu, oui, c'est vrai que les Pays-Bas font un match intéressant. Gravenberch. Jusqu'au 2-1, parce qu'après, il laisse le ballon. Et il laisse trop le ballon. Et il tombe dans de la gestion. Et comme on le dit nous très souvent, on va être d'accord là-dessus, la gestion à outrance dans ce type de cas, si en plus tu n'as pas forcément les joueurs pour, parce que ok, je veux bien que Van Dijk, Van Eyck et Van de Ven, ça reste des bons défenseurs, mais t'as pas non plus Rio Ferdinand, Vidic Prime. Hein. Donc t'es à un moment donné se baser à ce point-là sur ta défense. Je pense que c'est un poil risqué et ça leur est tombé dessus. Si je te pose la question pour toi, on va dire l'homme du match,
de cette rencontre? Il y en a un qui te vient en tête ou pas? Moi, j'ai bien aimé mon petit Ito qui est arrivé à la fin. Je trouve qu'il me change tout. Il joue pas assez longtemps pour que je le mette homme du match, mais moi, j'ai aimé sa rentrée. Bon, après, j'ai pas caché que j'aimais bien le foot japonais de manière générale. T'as pas aimé Nakamura aussi? Moi, j'ai bien aimé Nakamura. Oui, mais pour moi, celui qui fait basculer le match dès sa rentrée, c'est Ito par l'activité, les déplacements, la disponibilité. Non, ça s'entend. Il est pas titu, mais c'est vrai que sur le temps de jeu qu'il a, et on l'a dit sur un peu le momentum des Japonais sur la fin, il est important. Un Summerville. Ils étaient trois sur lui, hein. À la fin, ils étaient trois sur lui. Non, c'est clair. Et après, est-ce qu'un Summerville, alors je vais pas te dire belle découverte parce qu'on le connaît, tu vois, il joue en première ligue, mais voilà, dans ce match-là, on l'attendait pas forcément titu. Au-delà du but, moi je le trouve intéressant quand même. Hein. Il a fait des différences et dans le jeu offensif, je l'ai trouvé pas mal avec Gakpo. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont été plutôt bons. Moins utilisés en seconde mi-temps. Ouais. Même Gakpo, moins disponible en seconde mi-temps. Gakpo décevant. Ouais, plus décevant. Ouais. Oui, ça c'est sûr, plus décevant. On pense quoi d'un Gravenberch? D'un Gravenberch qui fait au final 2 passes décisives. Mais tu vois, c'est un match un peu mitigé parce que c'était tellement dans la gestion que tu as du mal à les milieux, mais comme Frenkie de Jong et aussi, et tu as du mal à voir le véritable impact, tu vois. Il n'y a pas eu de combat au milieu, il n'y a pas eu de récupération haute, il n'y a pas eu de passe entre les lignes. Là, il fait 2 passes décisives, oui, mais pour moi, c'est plus parce que du moins, la deuxième est un peu plus alambiquée, quoi. Mais la première, c'est plus la faute du Japon que lui qui crée quelque chose. Après, il pose bien le ballon. Moi, donne-moi ton avis sur le milieu de terrain qui, sur le papier, est super séduisant du côté des Pays-Bas. Parce que tu as quand même Reinders, De Jong et Gravenberch. Tu vois, ça reste quand même 3 bons joueurs, voire même 3 très bons joueurs au niveau international. Et j'ai un peu la sensation que, comment te dire, on n'a pas le maximum des 3, en fait. Mais t'en as aucun qui casse les lignes pour créer quelque chose. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a déçu. Il y en a aucun qui veut perforer le milieu adverse. Systématiquement à chercher les côtés, à chercher Gakpo, à chercher Dumfries dans les courses. Moi, c'est ça, en fait, c'est cette espèce de ultra prévisible, en fait, ce milieu, quoi. C'est dommage parce que sur le papier, comme je te dis, tu vois, c'est séduisant. Reinders, De Jong et Gravenberch. Alors, ok, peut-être que ça peut se ressembler sur certains trucs. Et encore, De Jong, il a vraiment un profil particulier. Mais voilà, je reste sur ma faim. Et comme on l'a dit, l'attaque des Pays-Bas en 2026, c'est plus celle qu'on a pu connaître par le passé. Et qu'il y a quand même un peu plus de déchets parce que Malen, Summerville, même avec tout ce qu'on est positif ou Gakpo, bon, bah voilà, t'as le milieu de terrain, pour moi, est normalement la force des Pays-Bas. Et j'ai pas retrouvé ça, en fait. J'ai pas retrouvé. Comme on a dit, ils faisaient du 4-6-0, donc ça veut dire qu'ils avaient tellement densifié le milieu qu'ils leur laissaient pas la place de casser les lignes par des courses et pareil, ils voulaient pas s'exposer. Parce que si tu te fais prendre en compte par les Japonais, on a vu par 2-3 fois, même si les latéraux néerlandais, c'est des vraies flèches, faut pas les mieux éviter quand même, tu vois. Voilà. Mais, non, ça c'est sûr. Donc si on doit. C'est la config. Ouais, après, moi, je leur micrais 6 parce qu'ils ont quand même bien contrôlé, ils n'ont pas fait de perte de balles inutiles, tu vois, ils ont été bien dans la gestion. Mais ouais. Donc, pareil, au moment où ils se mettent à subir, on les voit pas, tu vois. Non, peut-être que c'est après peut-être le souci. Maintenant, il y a une dernière chose qui m'interroge un petit peu, c'est que là, dans cette optique de suite de groupe,
Est-ce que tu penses que ça va être un coup d'arrêt pour les Pays-Bas pour le prochain match, ou est-ce qu'au contraire, comme on l'a dit, le contenu te laisse penser que et face à la Suède, Mais pour ça va pas. moi, ils ont affronté l'adversaire le plus difficile de leur poule. Parce que le football suédois, ils ont l'habitude. C'est une équipe scandinave, ils les jouent tout le temps. Voilà, c'est plutôt des footballs qui les arrangent. Il y a moins de vitesse, il y a moins de percussions. Tu peux aller les chercher plus haut. D'accord, là c'est sûr, ils vont moins être mobiles que ce qu'on a pu voir du côté japonais. Oui, là, voilà, oui. Mais en gros, c'est un petit accident de parcours parce que on l'a dit, voilà, le scénario et tout ça, mais tu les vois rebondir assez vite contre ceux des Tunisie. Ouais, moi je les vois même battre les deux suivants là. Parce que la Suède, c'est en difficulté. Après, on a la Coupe du Monde, ils peuvent se sublimer. Mais la Suède, c'est vraiment, vraiment en difficulté ces derniers temps. Et je pense que Gyökeres, le pire pour lui, c'est de jouer les défenseurs physiques. Tu vois, voilà. Ah, c'est sûr que c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Là où il peut avoir de l'avantage, c'est quand il va avoir une défense un peu plus. Ouais. Alors peut-être que face à la défense japonaise, et encore que, faudra voir. Mais là, dans cette optique de première place, vraiment, est-ce que tu penses que le Japon a pris une petite option avec encore une fois ce match nul ou non, c'est les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas parce que pour les Japonais, on l'a dit, la Suède, c'est pas un cadeau. Comme la République tchèque n'a pas été un cadeau pour la Corée du Sud. Dès qu'il y a une dimension physique, on l'avait vu, ils avaient eu du mal contre le Sénégal. Ils passent avec un carton jaune, mais ouais, les équipes physiques, ils ont du mal. Hein. Dès que c'est dense et physiquement athlétique, si tu rajoutes un peu de technique en plus, c'est vraiment des équipes qui leur plaisent pas, quoi. Si tu mets des équipes joueuses comme l'Allemagne, là encore, eux, ça leur va. Hein. Oui. Ouais, mais là, c'est un autre type de match. Et le prochain match, j'ai vu, c'est Pays-Bas, donc c'est Pays-Bas-Suède et Japon-Tunisie. Ouais. Donc, la Tunisie, ça leur va. Même si la Tunisie peut avoir un jeu à l'européenne, mais ouais, c'est beaucoup plus jeune. C'est encore naïf, comme on a vu à la CAN. Bon, on va voir déjà ce que ça donne ce soir. Peut-être qu'ils peuvent nous faire mentir les Tunisiens parce qu'ils ont quand même une culture du beau jeu. J'espère qu'ils ne vont pas sombrer dans la naïveté et essayer de faire ce que les Sud-Africains ont fait, quoi. Alors, si tu es derrière, tu ne balances pas, tu balances devant. Tu vois, je pense que pour le coup, la naïveté sud-africaine, je pense qu'on ne l'aura pas côté tunisien. Moi, j'ai plutôt peur, au contraire, d'un bloc et que ça ne joue pas beaucoup véritablement au football. Alors que, comme tu l'as dit, tu as des joueurs qui peuvent vraiment jouer. Ouais, un Mejbri, Hannibal Mejbri, je pense qu'il peut te faire quelque chose. Moi, j'ai peur qu'on se retrouve avec deux blocs bas. Et en plus, c'est le dernier match de la nuit à 4h du matin. J'ai peur qu'on. Ouais, mais il est 23h là-bas. Ouais, il est 23h là-bas, ça va. Ouais. Bon, bah écoute, t'essaies de me donner un petit peu de force pour ce fameux match. Et bon, là maintenant, on va arriver juste parce que dans 5 minutes à peine, ça va débuter. Bon, un dernier petit truc sur ce fameux Côte d'Ivoire-Équateur. Là, à quelques minutes du début du match, tu vois, t'as un petit prono, toi, qui nous a fait quasiment du sans faute sur les matchs de journée. Attends, bah, vas-y, hein. Vas-y, hein, là, maintenant, mon copain, on va on est passé à lundi. Donc, alors, il y a tous les observateurs, ils sont à Doha sur l'Équateur. J'ai un peu regardé les derniers matchs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des matchs amicaux, que ça ne se donne pas assez, que ça ne gagne pas forcément? Il y a beaucoup de matchs nuls, je trouve. Moi, je repars sur un match nul, un partout, quoi. Allez. Je te rejoins sur un match nul un partout. Dans le fameux MPP, c'est ce que j'ai dit. Donc, on est. Moi je dis un partout. Un partout et je vois plus la Côte d'Ivoire qui ouvre le score et je sais qu'ils ont du mal à gérer une ouverture du score que l'inverse. Parce que, à mon avis, si la Guinée équatoriale, l'Équateur ouvre le score, là, ça peut être compliqué. Hein.
Ça peut être fait. Mais ça peut être compliqué aussi de l'autre côté. Si la Côte d'Ivoire ouvre le score, je ne sais pas si l'Équateur Oui, mais est la en Côte capacité. d'Ivoire, ouais, mais est-ce que la Côte d'Ivoire sait gérer? C'est ça. C'est pas dans la culture de Vraiment gérer. belle opposition de style. Je pense qu'on va juste être d'accord. Ça va être belle opposition de style. C'est une des affiches qu'on attend de ce premier tour. Tout comme il y avait le Brésil. Le Brésil-Maroc qu'on attendait dans un certain style. Là, c'est vrai que le Côte d'Ivoire-Équateur, sur le papier, il y avait le Pays-Bas-Japon aussi, qui a été plutôt positif. Mais là, j'avoue que le Côte d'Ivoire-Équateur, il y a un côté un peu, je sais pas, tu vois, c'est vraiment parfum de Coupe du Monde. Tu vois, Ouais, t'as un combo Nicolas Pepe avec notre petit Ahmad et tout. J'ai pas vérifié la compo, mais s'il me met les deux en même temps. Bah écoute, attends, tu sais quoi, juste avant d'arrêter, je vais te donner la compo. Ça nous donne Côte d'Ivoire. On a Yaya Fofana, défense à 4, Guéladoué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou et Ghislain Conon. On a au milieu de terrain, Seko Fofana. Oui, avec Franck Lessier. Sur les côtés, Bazoumana Touré et Yann Diomandé. Et enfin, Nicolas Pepe et Eli Wahi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Wahi, qui finit de la 6. Et du côté équatorien, Galindez dans les buts, défense à 3. La défense à 3, s'il te plaît, Incapié, Pacho, Ordonez. Bon courage pour passer. Bon courage. Ouais. Et même le milieu, hein. Le milieu à 4, le 3-4-3, le milieu. Minda Vité, et devant Yeboah, Plata, attention, ça peut être une découverte. Et alors, je la place quand même juste, parce que c'est quand même intéressant de le dire. Ener Valencia. Ah ouais, tonton Valencia, avec le brassard de capitaine. Avec le brassard de capitaine. 36 ans, hein. Ouais, il est à 8 buts en Coupe du Monde, non? Ou je sais plus. Il en est à la 4e, je crois. Il en est à la 4e Coupe du Monde. Le nombre de buts, il est pas mal. Je les ai pas là sous les yeux, mais ouais. C'est pas mal. Donc, et par contre, le Yeboah, là, il est ghanéen ou quoi? Non, je rigole. Écoute, je regarde juste dans la John Yeboah qui joue à Venezia. Donc, écoute, et qui a eu une carrière. C'est juste le nom qui est d'origine. Il me semble, il a commencé au centre de formation de Wolfsburg. Donc, je pense que c'est un Allemand d'origine. Maintenant, Anthony Yeboah, il a joué en Allemagne, pas mal. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose. C'était dans les années 90. Ça pourrait être son papa. Hein. Ouais. Ça pourrait être son papa. Non. Les années 90, mais genre 92, 80, Anthony Yeboah, c'est 80. C'est quoi? Je regarderai s'il y a un lien. Et on peut toujours regarder. Bon, ben merci mon copain, parce que là, ça va être le coup d'envoi. Merci à tous d'avoir suivi. Et la Suède qui gagne derrière aussi, hein, on avait dit. Et la Suède qui gagne derrière. En plus, il se positionne. Donc, et t'as un score avec? T'as un score Alors, j'avais mis 2-0. Ok, bon, 2-0. Moi, j'ai pas encore mis de prono. De toute façon, je le ferai tout à l'heure, avant le début du match, quand on va faire le débrief du Côte d'Ivoire-Équateur, parce qu'on revient tout à l'heure à 3h du mat. Avec Chad. Voilà, donc merci à toi Serge, merci à tous d'avoir suivi. Le live va être disponible en replay dans quelques minutes. Le podcast va être disponible dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres. Et puis vous gardez en tête, comme d'habitude, qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2009. Ciao les copains. Ciao. Ciao.